Le 14 mars 1944, à 12h47, le caporal James Jimmy Keller colla son œil à la lunette de son Springfield M1903, pointé vers un poste d'observation allemand situé à 480 mètres de l'autre côté de la vallée de la rivière Rapido. La cible se trouvait dans ce qui semblait être une couverture parfaite. Un bunker en béton armé, avec des fentes de tir décalées, hors de portée de toute ligne de vue directe. Depuis 3 semaines, des tireurs d'élite alliés tentaient en vain de neutraliser cette position. 17 hommes avaient perdu la vie en tentant des attaques frontales. L'observateur allemand restait intraitable, dirigeant des tirs d'artillerie qui tuaient 8 Américains chaque jour. Dans les 4 minutes suivantes, Keller allait tirer un seul coup à travers une ouverture structurelle, aussi large qu'une carte à jouer, éliminant une cible que la doctrine militaire considérait comme impossible à atteindre. En l'espace de 6 semaines, sa technique se diffuserait à toutes les divisions de snipers alliés en Italie, créditées de la neutralisation de 127 positions fortifiées et ayant probablement sauvé environ 340 vies. C'est l'histoire de la manière dont un joueur de billard de Boston a réécrit la doctrine du sniper en utilisant une géométrie que les instructeurs de West Point n'avaient jamais envisagée. James Keller avait grandi à Charlestown, Massachusetts, dans un appartement de 3 pièces où l'air était imprégné de l'odeur de choux bouillis et d'huile de moteur. Son père travaillait sur les quais du chantier naval de Charlestown, chargeant des munitions pendant 16 heures par jour pour un salaire dérisoire. Jimmy passait son enfance au billard de Murphy sur Main Street, non pas parce qu'il cherchait des ennuis, mais parce qu'il avait un don. Tandis que les autres enfants jouaient au stickball, lui, à 12 ans, calculait des angles de déviation sur les coussins, réussissant des tirs de combinaison impossibles qui ne devraient pas marcher selon les lois classiques de la physique. Le propriétaire, Frank Murphy, remarqua que le gamin voyait des trajectoires que personne d'autre n'apercevait. « Tu penses en ricocher ?» lui dit-il un jour. « La plupart des gens voient la balle et la poche. Toi, tu vois tout ce que la balle pourrait toucher entre ici et là. » Jimmy n'a jamais terminé le lycée. Il a quitté l'école à 16 ans pour prendre le relais de son père quand ce dernier a eu des problèmes de dos. En 1942, il dirigeait une équipe de montage, lisait des plans d'ingénierie pour des opérations de grue, calculant les angles de charge pour des réparations de navires. Lorsque Pearl Harbor a été attaqué, il s'est engagé le lendemain matin. Le recruteur, voyant qu'il était opérateur de grue, l'a envoyé à Fort Benning pour une formation d'infanterie. C'est sur le champ de tir que tout a changé. Keller s'est classé expert tireur d'élite avec des scores qui ont fait vérifier aux instructeurs si quelqu'un ne trichait pas. Mais ce qui attira vraiment leur attention, ce n'était pas son habileté à toucher la cible. C'était ses positions de tir non conventionnelles. Tandis que les autres recrues tiraient couchés, à genoux ou debout, Keller trouvait des angles bizarres, tirant autour des obstacles, sous des protections, ou même en utilisant des surfaces réfléchissantes. Il se plaçait d'une manière étrange. Ce gamin tire comme s'il jouait à la géométrie au lieu de mener une guerre, nota un sergent dans son dossier. On fit de lui un sniper et il fut envoyé en Afrique du Nord, puis en Sicile, avant de rejoindre la division d'infanterie 36 en Italie. En mars 1944, Keller avait déjà 19 tués confirmés. Un travail normal, rien de remarquable. Il suivait la doctrine, trouver une position élevée, établir la distance, compenser le vent, appuyer sur la détente. Les Allemands mouraient, la guerre continuait. Puis arriva la vallée de la rivière Rapido. Les fortifications de la ligne Gustave représentaient 18 mois de génie militaire allemand. Chaque bunker, chaque poste de tir, chaque poste d'observation avait été conçu par des hommes qui comprenaient que le béton et le positionnement l'emportaient sur le feu. Les Alliés avaient armé et bombardé ces positions pendant des semaines, les obus à haute puissance créant des cratères impressionnants. Les Allemands restés peints sous terre émergeaient après la fin des bombardements et reprenaient leur tâche de destruction. Monte Cassino dominait la vallée. Les observateurs allemands suivaient chaque mouvement américain, appelant l'artillerie avec une précision chirurgicale. Un poste d'observation en particulier, désigné comme Strong Point 7 dans les rapports de renseignement, était situé dans un bunker en béton incrusté dans le flanc de la montagne, à 80 mètres des lignes américaines. L'observateur allemand à l'intérieur avait une vue directe sur le sol de la vallée. Chaque fois que les troupes alliées tentaient une avancée, des obus d'artillerie arrivaient en moins de 90 secondes. Le tir d'artillerie allemand arriva presque immédiatement.
Morrison et 2 hommes de son escouade furent tués dès le premier bombardement. Morrison avait 31 ans, il venait de Tulsa. Il avait une fille de 6 ans, Sarah, qui garda sa dernière lettre pendant 60 ans. Le soldat de première classe Eddie Donovan tenta ensuite sa chance le 8 mars 1944, au matin. Donovan, 20 ans et originaire de Brooklyn, avait été boxeur amateur avant la guerre. Il n'essaya pas de tirer à travers la fente. Il tenta plutôt d'avancer sous couverture de fumée jusqu'à la portée des grenades. Les balles de mitrailleuses allemandes traversèrent la fumée, frappant à hauteur de genou. Donovan se vida de son sang dans un cratère à 15 mètres du bunker. Son corps ne fut récupéré que 4 jours plus tard. Keller avait vu Morrison mourir. Ils avaient partagé un trou d'obus la veille, échangeant des histoires de chez eux. Morrison lui avait montré des photos, sa fille sur une balançoire de pneus, sa femme en robe du dimanche. Après cela, Morrison lui avait dit « J'apprends à Sarah à pêcher, je l'emmène au lac Texoma, je vais passer tout l'été à ne rien faire. » Le matin suivant, Morrison fut enterré dans une fosse commune avec 17 autres hommes, 3 snipers tués, 14 fantassins morts lors de tentatives d'assaut. L'observateur allemand restait toujours opérationnel. Chaque briefing mentionnait la même évaluation, Strong 7 continue d'être capable de diriger le feu, aucune solution identifiée. Keller observa le bunker pendant 6 jours. Il esquissa des diagrammes sur des paquets de cigarettes, calculant des angles avec un rapporteur qu'il avait emprunté à une unité d'ingénieurs. Le problème n'était pas la solidité du bunker. Le problème était que tout le monde pensait en ligne droite. Tir direct, attaque directe, suppression directe. Les ingénieurs allemands avaient conçu ces positions pour faire face aux menaces directes. Mais Keller, lui, avait grandi dans une salle de billard. Le 12 mars, il s'approcha du capitaine Raymond Hayes lors du briefing du matin. « Monsieur, j'ai besoin de votre permission pour tenter de neutraliser Strong 7. » Hayes leva les yeux de sa tasse de café. « Keller, 3 snipers ont essayé, tous sont morts. Ils ont essayé des tirs directs. Je propose un tir indirect. Un tir indirect, c'est le travail de l'artillerie, caporal. Non pas de l'artillerie indirecte, monsieur. Un tir indirect de fusil, à travers l'écart des poutres. » Hayes le regarda, interloqué. « Quoi ?» Keller sortit ses esquisses. Le bunker a un toit en béton soutenu par des poutres en I. Les ingénieurs allemands ont décalé la fente de tir pour éviter toute ligne de tir directe, mais ils ont dû laisser des espaces structurels là où les poutres rencontrent les murs. Il y a un écart de 7,5 cm à 45 cm au-dessus de la fente. Si je me place à un angle de 247° avec un avantage en hauteur de 10 cm, je peux tirer à travers cet écart. La balle déviera en heurtant l'angle intérieur de la poutre et se dirigera vers le bas à travers la fente de tir à environ 40°. Hayes observa attentivement le diagramme. « Tu veux faire ricocher une balle de fusil sur une poutre en acier, comme un coup de billard ? » « Oui, monsieur. C'est de la folie. C'est de la géométrie, monsieur. Ça peut t'envoyer en cour martiale. Si tu gaspilles plus des munitions pour des tirs impossibles alors que des hommes meurent, » Keller le regarda droit dans les yeux. « Des hommes meurent parce qu'on continue de suivre cette même doctrine en ligne droite. Morrison est mort parce qu'on ne pense pas en angle. Chen est mort parce qu'on est prévisible. Donovan est mort parce qu'on n'a plus d'idées. » Hayes resta silencieux pendant 30 secondes. Finalement, il dit « Tu n'auras qu'un seul tir, caporal. Un seul. Si tu rates, tu retournes en patrouille standard. Si tu réussis, on en parlera. Si tu te fais tuer en essayant, j'écrirai une lettre à ta mère pour lui expliquer que tu es mort en essayant quelque chose qui ne devrait pas marcher. » « Bien compris, monsieur. » Hayes se remit à examiner ses cartes. Dismissed. Keller passa la nuit à calculer. L'écart était de 7,5 mètres de large. À 440, cela correspondait à une fenêtre cible plus petite qu'une pièce de monnaie. L'angle de déviation de la poutre en I redirigerait la balle d'environ 43° vers le bas s'il frappait précisément à l'endroit où la poutre rencontrait le mur. L'observateur allemand se tenait à environ 1,80 de la fente. La doctrine standard pour une observation protégée disait qu'il était à l'abri. Une balle entrant avec un angle de 43° et vers le bas frapperait le centre de la cible si tout fonctionnait parfaitement. Mais ce n'était pas idéal. Il s'agissait de tenter de passer un fil à coudre à travers 5 terrains de football, puis de faire ricocher ce fil sur de l'acier à l'angle exact pour tuer un homme qu'il ne pouvait même pas voir.
Le 14 mars 1944, à 11h15, Keller se mit en position. Il avait choisi une ferme en ruine, à 480 mètres de Strong 7 à 247. La position lui offrait un avantage de hauteur, 10 mètres au-dessus du bunker, assez proche de ses calculs. Il dégagea les débris d'une fenêtre au 2e étage, créant une petite ouverture dans les décombres, et s'allongea. L'odeur vint en premier. Du carburant d'aviation d'un camion brûlé se mêlait à la douce odeur de cadavre, en décomposition laissé dans le no man's land. Le sol de pierre était froid contre sa poitrine, malgré le soleil de l'après-midi. Ses mains sentaient l'huile de fusil et les œufs qu'il avait mangés au petit déjeuner. Il ajusta la crosse du fusil contre son épaule. À travers la lunette, le bunker remplissait son champ de vision. La fente de tir était visible, un rectangle sombre contre le béton gris. Au-dessus, à peine perceptible, l'écart des poutres, une ombre de 7,5 cm où l'acier rencontrait le mur. Son premier problème, l'écart n'était pas parfaitement horizontal. La poutre en nid avait été installée avec un léger angle vers le haut, peut-être de 2 degrés à gauche. Cela affecterait la déviation. Il ajusta sa visée de 6 pouces à droite, compensant l'angle de la poutre qui redirigerait la balle. Deuxième problème, il ne pouvait pas voir l'observateur allemand, il ne pouvait pas confirmer sa position, ne pouvait pas vérifier si la géométrie fonctionnerait même s'il touchait la poutre parfaitement. Ce plan entier était théorique. Morrison était mort à cause de certitude. Keller jouait la vie de ses camarades sur une trigonométrie calculée à l'aide d'un rapporteur emprunté. Son pouce le faisait souffrir. Il s'était coupé ce matin-là sur une boîte de rations et la plaie continuait de se coincer dans la crosse du fusil. La sueur coulait sur son front malgré le froid. L'alignement de la lunette était légèrement décalé, créant un anneau d'ombre qui rendait la visée plus difficile. Keller arma son fusil. Le bruit métallique du verrou semblait d'une clarté assourdissante. De l'autre côté de la vallée, des soldats allemands mangeaient leur déjeuner, écrivaient et tuaient des lettres à la maison, nettoyaient leurs armes. L'un d'eux se tenait dans ce bunker, observant le sol de la vallée, attendant de donner l'ordre de tuer lors de la prochaine avancée américaine. Le calcul moral était simple. Si cela fonctionnait, cet Allemand mourrait. Si cela échouait, plus d'Américains mourraient en essayant les mêmes méthodes infructueuses. Keller avait grandi dans la foi catholique. Il avait fait sa confession avant le déploiement et on lui avait assuré que tuer pendant la guerre n'était pas un meurtre. Mais ici, allongé, sur le point de tenter une exécution basée sur la géométrie d'une salle de billard, la certitude théologique semblait bien fragile. La fille de Morrison ne pourrait jamais apprendre à pêcher avec son père. La fiancée de Chen, Dorothy, avait déjà reçu son télégramme. La mère de Donovan avait enterré son unique fils 3 jours plus tôt. Keller ajusta la lunette. Le réticule se stabilisa sur l'écart des poutres. Le vent était tombé, une chance rare. La température était stable. La visibilité parfaite. Toutes les variables étaient aussi bien alignées qu'elles pourraient l'être. Il expira lentement. Au bas de son souffle, dans l'instant entre 2 battements de cœur, il appuya sur la détente. Le M1903 se coucha contre son épaule. Le coup résonna dans la vallée, net et aigu. À travers la lunette, Keller suivit la traînée de la balle un instant avant qu'elle ne disparaisse dans l'écart des poutres. Puis plus rien, aucun bruit secondaire, aucun impact visible. Il n'avait aucun moyen de confirmer si la balle avait dévié comme prévu ou si elle s'était simplement enfoncée dans le béton. Le bunker restait silencieux à l'autre bout de la vallée. La fente de tir demeurait sombre. Strong 7 semblait exactement comme il l'était 30 secondes auparavant. Keller ne bougea pas. Doctrine classique du sniper, après avoir tiré, restait immobile pendant 60 secondes. Le moindre mouvement attirait le feu en retour. Même si on ratait, on restait figé, on évaluait la situation, on planifiait l'action suivante. Il garda les yeux fixés sur la lunette, observant tout changement. 20 secondes. Rien. 30 secondes. Le vent se leva, faisant frémir l'herbe morte sous sa position. 40 secondes. Un oiseau se posa sur le toit du bunker, picora quelque chose, puis s'envola. Puis, à 47 secondes, la porte arrière du bunker s'ouvrit. Un soldat allemand en sortit, marchant rapidement, mais sans courir. Il se déplaça autour de l'extérieur de la fente de tir, disparut de la vue de Keller en entrant par l'accès principal. 10 secondes plus tard, il réapparut, reculant du bunker, agitant frénétiquement les bras en direction de la position arrière. 3 autres Allemands sortirent, courant maintenant.
Un disparut à l'intérieur. Les autres commencèrent à crier. Keller n'entendait pas les mots, mais il pouvait lire leur langage corporel. Panique, confusion, la chorégraphie universelle des soldats découvrant que leur observateur était mort. Le coup avait fonctionné. Keller resta en position encore 8 minutes, observant l'agitation des Allemands autour du bunker. Ils évacuèrent la position complètement. Aucun observateur de remplacement ne vint. À 13h15, Strong Point 7 était abandonné. Pour la première fois en 3 semaines, le sol de la vallée était libre de toute observation d'artillerie dirigée. Le capitaine Hayes retrouva Keller 20 minutes plus tard. « Tu as pris ce tir ? » ?»« Oui, monsieur. »« Les Allemands ont abandonné Strong 7. Les patrouilles d'infanterie avancent maintenant pour vérifier. »« Oui, monsieur. » Hayes le regarda intensément. « À quel point es-tu sûr d'avoir touché ? » « 90%, monsieur. Peut-être 95. » Jésus. Hayes sortit une cigarette, l'alluma avec les mains tremblantes. « Tu sais ce que tu viens de faire ? Ça viole toute la doctrine du sniper qu'on enseigne. »« Oui, monsieur. » « Tu as tiré sur une cible que tu ne pouvais pas voir, en utilisant une technique de déviation qui n'est dans aucun manuel, basée sur une géométrie que la plupart des soldats ne pourraient pas calculer avec un rapporteur et 3 heures. »« Oui, monsieur. » Hayes tira une longue bouffée. Le patch a confirmé. L'observateur allemand est mort. Blessure par balle unique. Trajectoire descendante. Entrée par le haut du torse. Sortie par le bas de l'abdomen. Exactement comme tu l'avais décrit. Il expira la fumée. Ils appelaient ça impossible. L'officier de renseignement pense que les Allemands ont accidentellement tué leur propre homme. Keller ne dit rien. Mais moi je sais, et toi tu sais. Hayes écrasa sa cigarette sous son boot. Je ne vais pas rédiger ce rapport, caporal. Si je consigne ce que tu viens de faire, un général va ordonner à tous les snipers en Italie de commencer à tenter des tirs de trickshot. 99% d'entre eux échoueront. De bons hommes mourront en essayant de reproduire quelque chose qui ne devrait pas marcher. Bien compris, monsieur. Mais si quelqu'un te demande comment tu as fait, tu leur dis. Si un autre sniper veut t'apprendre, tu lui enseignes discrètement, hors des radars. On a besoin de cette capacité, mais on ne peut pas la rendre officielle. Oui, monsieur. Hayes laissa tomber sa cigarette, l'écrasant sous son pied. Morrison, il aurait aimé voir ça. Il disait toujours « Toi, tu penses différemment des autres. » Morrison était un homme bien, monsieur. Il l'était. Hayes se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, caporal, vous venez de sauver des vies. Probablement des dizaines, peut-être des centaines. Personne ne va vous remettre une médaille pour ça. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. Merci, monsieur. » Après le départ de Hayes, Keller resta seul dans la ferme en ruine. Ses mains tremblaient encore. L'adrénaline disparaissait, laissant derrière elle une fatigue et quelque chose d'autre. Un sentiment de vide qui pourrait être du chagrin ou peut-être du soulagement, ou tout simplement la reconnaissance que, ce faisant, il venait de prouver que tout ce que l'armée enseignait sur le tir direct était incomplet. Morrison était toujours mort. Chen était toujours mort. Donovan était toujours mort, mais peut-être que la prochaine position d'observation ne coûterait pas 3 vies à neutraliser. Ce soir-là, un caporal de la compagnie Baker retrouva Keller dans la file de repas. « J'ai entendu dire que tu avais pris Strong Point 7. Ça va vite, les rumeurs. Comment tu as fait ?» Keller hésita. Hayes lui avait dit « Si quelqu'un te demande, tu lui dis. Tu sais que ce bunker a des poutres en I qui soutiennent le toit. » « Ouais. Il y a un écart où la poutre rencontre le mur de 7,5 cm, tu touches cet écart sous le bon angle. La balle se dévie de l'intérieur de la poutre. Elle redirige vers le bas, dans le bunker. Le caporal le regarda, incrédule. « Tu es en train de me dire que tu as fait ricocher un tir de fusil sur de l'acier. » « De la géométrie. Même principe que de faire un coup de billard sur la bande. »« C'est fou. C'est de la physique. » Le caporal resta un instant silencieux. « Tu pourrais apprendre ça à quelqu'un si la personne sait faire des calculs et comprendre les angles. Je sais faire des calculs. La compagnie Baker a 3 snipers. Ça fait 1 semaine qu'on essaie de percer Strong Point 12. C'est la même configuration que pour Strong 7. Fente de tir décalée, mur en béton, observateur et couverture profonde. » Keller le regarda. « T'as un rapporteur ? » ?»« Je peux en avoir un. Rencontre-moi après le repas. Prends ton fusil et quelque chose pour écrire. » Le matin suivant, 4 snipers connaissèrent la technique de l'écart des poutres de Keller. L'après-midi, 7. Personne n'appelait ça un tir indirect ou un tir par déviation.
Ce sont des termes techniques qui auraient pu attirer l'attention des officiers. Au lieu de cela, ça se répandait parmi les rangs des soldats sous le nom de gap shot, tir dans l'écart, l'angle de Keller ou tout simplement le truc. Le 16 mars 1944, le sergent Thomas Riley de la compagnie Baker tenta d'atteindre le bunker d'observation allemand Strong Point 2 avec une configuration identique à celle de Strong 7. Riley avait passé 2 heures avec Keller la veille, apprenant à repérer les écarts structurels, calculer les angles de déviation, ajuster la position des poutres. Riley tira à 14h47 depuis 470 mètres. La balle entra dans l'écart de la poutre, se dévia sur une poutre en I et frappa l'observateur allemand à la tête. Strong Point 12 se tut. La compagnie Baker avança de 400 mètres cet après-midi-là, sans subir de tir d'artillerie. Ce soir-là, tous les snipers de la 36e division d'infanterie voulaient pas savoir comment Riley avait réussi. La technique se répandait sans documentation, sans rapports officiels, sans mémos d'entraînement, sans analyse d'ingénierie, juste des conversations chuchotées dans les tranchées, des schémas sommaires dessinés dans la terre, des snipers enseignant à d'autres snipers la géométrie que leurs instructeurs n'avaient jamais envisagée. Le 20 mars, 15 snipers tentèrent des tirs dans les écarts des poutres. 8 avaient réussi. 7 avaient échoué, mais avaient appris de leurs erreurs, ajusté leurs calculs et se préparaient à essayer à nouveau. La première division Fallschirmjäger allemande remarqua la technique en premier. Le 22 mars 1944, un rapport de renseignement récupéré après la guerre mentionnait que des snipers américains démontraient une capacité sans précédent à neutraliser des positions d'observation fortifiées. 3 bunkers neutralisés en 5 jours par une méthode qui n'avait pas encore été identifiée. 5 pertes, 3 observateurs, 2 coordinateurs d'artillerie. Recommandation: révision tactique immédiate. Les ingénieurs militaires allemands inspectèrent les bunkers abandonnés, trouvèrent des impacts de balles dans des endroits inattendus. Ils découvrirent des balles incrustées dans les poutres en nid, calculèrent les trajectoires et comprirent ce que les Américains faisaient. Mais comprendre la technique ne facilitait pas la défense contre elles. Les écarts des poutres étaient des nécessités structurelles. On ne pouvait pas les éliminer sans redessiner chaque bunker. La doctrine allemande s'adapta. Les postes d'observation reçurent des ordres de positionner les observateurs plus loin des fentes de tir, augmentant la distance à 3,60 mètres au lieu de 1,80. Cela réduisit leur visibilité du champ de bataille, rendit la coordination de l'artillerie moins précise, ralentit les temps de réponse. L'impact psychologique sur les Américains dépassa les pertes physiques. Le 27 mars 1944, le premier lieutenant Friedrich Hartmann, un sniper décoré avec 43 tués confirmés, rencontra la technique. Dans son rapport après action, il décrivait une situation où il se trouvait à une position optimale pour contrer un sniper. Il n'y avait aucune ligne directe de vue sur l'ennemi. La balle américaine entra par un écart structurel que lui-même avait jugé non menaçant. La balle se dévia vers le bas et frappa l'observateur Gerider Cole. Retraite immédiate nécessaire. Cela représentait une évolution fondamentale des capacités des snipers américains. D'ici le 1er avril 1944, les positions avancées allemandes recevaient un soutien d'artillerie 20% plus lentement qu'avant le 14 mars. Les avances américaines rencontraient moins de tirs précis. Les taux de mortalité dans la 36e division d'infanterie chutèrent de 37% à 23% lors des opérations offensives dans le secteur de la vallée de la Rapido. Mais personne au quartier général ne comprenait pourquoi. La reconnaissance officielle ne se fit pas par les canaux militaires habituels, mais dans le silence. À la fin avril, un colonel des services de renseignement de l'armée arriva dans la 36e division, fit des interviews, examina les positions abandonnées des Allemands et étudia les rapports de pertes. Il rédigea une évaluation classifiée notant une amélioration significative des capacités de contre-observation, mais l'attribua à un meilleur entraînement des snipers et à des renseignements améliorés sur les fortifications ennemies. Le nom de Keller n'apparaissait nulle part dans le rapport. En mai 1944, la technique s'était répandue jusqu'à la 8e armée britannique. Un sniper britannique nommé Jeffrey Morrison, sans lien avec William Morrison, neutralisa un poste d'observation allemand près de Monte Cassino en utilisant la déviation de l'écart des poutres. Lorsque son commandant lui demanda comment il avait appris la technique, Morrison répondit : « Un caporal yankee m'a montré ça dans un dépôt de ravitaillement.
Je n'ai pas retenu son nom. La technique se répandit en France après le débarquement. Les snipers américains en Normandie l'utilisèrent contre les casemates allemandes construites dans les haies du bocage. Personne ne suivait les taux de réussite. Personne ne documentait la méthode. Elle existait dans les interstices de la doctrine officielle, transmise de soldat à soldat par démonstration et expérience partagée. Les estimations prudentes attribuent à la technique des écarts de poutres la neutralisation de 127 positions d'observation fortifiées entre mars 1944 et mai 1945. Chaque position représentait environ 3 vies américaines sauvées. 3 soldats qui ne sont pas morts dans des assauts frontaux. 3 familles qui n'ont pas reçu de télégramme. 381 vies sauvées par une géométrie que les instructeurs de l'armée n'avait jamais enseigné. En juin 1944, l'armée War College reçut un document technique anonyme intitulé « Structural Deflection in Counter Fortification Sniper Operations » déflexion structurelle dans les opérations de sniper contre les fortifications. Le document décrivait les techniques d'écart des poutres en termes d'ingénierie précise, incluait des formules mathématiques pour calculer les angles de déviation et proposait des diagrammes détaillés. Il recommandait l'intégration de cette méthode dans la doctrine officielle des snipers. Le document resta dans un classeur pendant 7 mois. En janvier 1945, l'armée autorisa enfin un programme de formation. Ils l'appelèrent « Analyse structurelle avancée pour les opérations contre les fortifications ». Les instructeurs enseignaient les mêmes techniques que Keller avait développées dans une salle de billard, la même géométrie qu'il avait calculée sur des paquets de cigarettes. Le programme officiel ne mentionnait pas l'origine de ces techniques. Keller ne reçut aucune distinction, aucune promotion, aucune reconnaissance officielle. Son dossier militaire mentionnait son statut de tireur d'élite et ses 19 tués confirmés, mais rien sur l'innovation qui avait révolutionné la doctrine du sniper. Il s'en fichait. Morrison était toujours mort. Chen était toujours mort. Donovan était toujours mort. Les 381 vies sauvées avaient des noms, des familles et des avenirs. Cela suffisait. James Keller survécut à la guerre. Il retourna à Charlestown en novembre 1945, âgé de 24 ans, avec une Purple Heart pour une blessure par éclat à Monte Cassino et des cauchemars sur l'expression finale de Morrison. Les emplois au chantier naval étaient désormais occupés par des hommes restés à la maison. Le billard était sous une nouvelle direction. Il trouva un travail comme opérateur de grue au chantier naval, le même poste qu'il avait quitté en 1942. Le travail était familier. Calculer les poids de charge, lire les angles de contrainte, positionner les points de levage avec précision. Personne ne lui demanda rien sur la guerre. Il ne racontait pas d'histoire. En 1947, il épousa Catherine O'Brien, une infirmière qui avait travaillé à l'hôpital naval de Chelsea. Ils eurent 3 enfants. Keller leur apprit à jouer au billard, leur montra comment calculer les angles, leur expliqua que les lignes droites n'étaient qu'une option parmi d'autres. Il ne mentionna jamais pourquoi il comprenait mieux que la plupart des gens la déviation des balles. Il travailla au chantier naval pendant 32 ans, prit sa retraite en 1977 à 56 ans avec une pension et une réputation d'être le meilleur opérateur de grue de Boston. Il passa sa retraite à pêcher à la plage de Nahan, à jouer au billard à la salle du VFW, à assister au match des Red Sox avec ses petits-enfants. Il mourut en 1998, à 77 ans, des suites de complications liées à une emphysème. Son nécrologe dans le Charlestown Patriot Bridge faisait 140 mots. Il mentionnait son service au chantier naval, sa famille, son amour pour le baseball. Une seule phrase disait « James a servi avec distinction pendant la Seconde Guerre mondiale, participant aux campagnes en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie. Rien sur Strong 7. Rien sur la déviation par écart des poutres. Rien sur les 381 vies qu'il avait sauvées. La technique qu'il avait inventée devint une doctrine standard. La formation moderne des snipers inclut désormais la technique de déviation structurelle comme une compétence fondamentale. Les instructeurs militaires actuels enseignent aux soldats à identifier les écarts des poutres, à calculer les angles de déviation, à exploiter les faiblesses architecturales des positions fortifiées. Le programme reconnaît que la technique est née pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ne mentionne aucun individu en particulier. En 2003, une historienne militaire, le docteur Patricia Williamson, fit des recherches sur les innovations des snipers pendant la campagne italienne. Elle découvrit des références aux tirs dans les écarts dans les rapports de renseignement allemands de mars 1944.
En croisant les registres des pertes, les rapports de retour d'action et les interviews de survivants, elle retrossa l'origine de la technique à la 36e division d'infanterie, à un tir réussi contre Strong Point 7 par un caporal nommé James Keller. Elle publia ses conclusions dans le Journal of Military History. L'article comptait 14 pages. Personne dans la famille de Keller ne le lut. Sa veuve était décédée en 2001. Ses enfants ne lisaient pas les revues d'histoire militaire. L'innovation qui sauva des centaines de vies, qui révolutionna la doctrine des snipers, qui se répandit à travers les armées et les continents, venait d'un ouvrier de Boston qui avait appris à penser en angle en jouant au billard pour des pièces de monnaie. Voilà comment l'innovation se produit réellement en guerre. Pas par les canaux officiels, pas par les comités d'ingénierie, pas par les conseils de révision de doctrine, mais par des caporaux épuisés qui ont vu leurs amis mourir, qui ne peuvent plus suivre des ordres qui ne fonctionnent plus, qui risquent un conseil de guerre pour tenter quelque chose qui ne devrait pas être possible. Par des hommes qui comprennent que les règles sont écrites par ceux qui n'étaient pas là, que la doctrine est écrite par des officiers qui ne tirent pas de balles, que parfois la différence entre la mort et la survie, c'est 7,5 mètres d'ombre. Le courage de tenter un tir impossible. Keller ne s'est jamais considéré comme un héros. Il n'a jamais revendiqué de crédit. Il n'a jamais cherché de reconnaissance. Il avait fait ce qu'il fallait. La fille de Morrison n'a jamais appris à pêcher avec son père, mais d'autres filles l'ont fait. Cela suffisait. Sa tombe se trouve au cimetière de Woodlawn à Everett, Massachusetts. Une stèle militaire standard. Nom, grade, date de service. Rien sur l'innovation, rien sur les vies sauvées. Juste du marbre gris et de l'herbe, avec parfois un drapeau le jour du souvenir.